Ici, nous allons aborder le sujet des Sino-Canadiens, soit des Canadiens d'origine chinoise, et de l'immigration chinoise au Canada. Les Canadiens d'origine chinoise constituent l'un des plus grands groupes ethniques au pays. Lors du recensement de 2016, 1,8 million de personnes ont déclaré une ascendance ethnique chinoise. Malgré le rôle important des Sino-Canadiens dans l'économie canadienne, notamment dans la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique, beaucoup de Canadiens d'origine européenne ont été traditionnellement hostiles à l'immigration chinoise. De 1885 à 1923, l'immigration chinoise au Canada a été limitée par une taxe d'entrée prohibitive et, entre 1923 et 1947, elle est tout à fait interdite. Bon, qui veut gagner un passage en bateau pour sa femme? C'est une belle prime de risque, ça, non? Tout ce qu'il y a à faire, c'est de longer le tunnel avec la nitro et d'aller la déposer au bout. Vous payez bateau pour ma femme? Ok, je fais très bien. Vous vois. Bien. Tu la verses dans le trou très doucement. Tu entends? Au moindre petit coup, boum, ça risque d'exploser. Sapristi, c'est le troisième qu'on perd en un seul mois. Allez, vas-y, trouve-en un autre. J'y suis retourné, mais de très nombreux amis sont morts. On dit qu'il y a un Chinois mort pour chaque 1000 de voies ferrées. C'est ce qu'on raconte. Depuis 1900, les Sino-Canadiens se sont essentiellement installés dans les zones urbaines, les villes, en particulier à Vancouver et Toronto. Ils ont apporté une contribution à chacun des domaines de la société canadienne, de la littérature à la religion, en passant par les sports, la politique, les droits civiques, la musique, le cinéma, l'économie, la philanthropie et l'éducation. Retour dans l'histoire pour bien comprendre les vagues d'immigration chinoise. En 1788, les premiers Chinois à s'installer au Canada sont 50 artisans qui accompagnent le capitaine John Mears. Ils ont pour tâche de construire un poste de traite, de favoriser l'expansion du commerce des peaux de loutre de mer entre Guangzhou en Chine et Nuuk-ta Sound en Colombie-Britannique. Les Espagnols, qui tentent d'établir un monopole sur la côte ouest, expulsent le capitaine Mears, laissant beaucoup de ces Chinois s'installer dans la région. Certains épousent des Autochtones. En 1858, des Chinois de San Francisco viennent s'installer dans la vallée du fleuve Fraser pour prospecter de l'or. Bakerville, en Colombie-Britannique, devient la première communauté chinoise du Canada. En 1860, la population chinoise de l'île de Vancouver et de la Colombie-Britannique est estimée à près de 7000. Elle est en grande partie composée d'immigrants chinois provenant des zones rurales du sud de la Chine qui participent dans d'effroyables conditions à la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique. De 1880 à 1885, 15 000 travailleurs d'origine chinoise construisent le tronçon du chemin de fer en Colombie-Britannique. Plus de 600 d'entre eux périssent en raison des conditions de travail particulièrement difficiles. Grâce au chemin de fer transcanadien, les communautés chinoises bourgeonnent à travers le pays. Au tournant du 20e siècle, 17 312 Chinois sont établis au Canada. De 1980 à 1993, 166 487 immigrants arrivent de Hong Kong et s'installent essentiellement en Ontario et en Colombie-Britannique. D'ailleurs, en 2001, 82% des personnes d'origine chinoise vivent dans une de ces deux provinces.
Comme l'indique le recensement de 2011, 1 324 700 personnes d'ascendance chinoise vivent au Canada. Émigration et ses origines. Pourquoi les Chinois quittent la Chine? Au 19e siècle, la guerre et la rébellion en Chine forcent de nombreux paysans et travailleurs à chercher leurs moyens de subsistance ailleurs. La pauvreté des campagnes et les crises politiques chinoises occasionnées par la première guerre de l'opium et la rébellion de Taiping menée par les Hakkas stimulent l'immigration chinoise. Les immigrants chinois viennent en majorité des 4 districts ou comtés du delta de la rivière des Perles, dans la province du Guangdong entre Guangzhou et Hong Kong. Dans ces régions, il est alors courant de voir les paysans partir chercher du travail outre-mer, envoyer de l'argent à la parenté restée en Chine et finalement retourner au pays si possible. Les principales périodes d'immigration chinoise de 1858 à 1923 et depuis 1947 correspondent aux fluctuations de la politique d'immigration canadienne. À partir de 1885, les immigrants chinois doivent verser une taxe d'entrée ou une taxe individuelle pour être admis au Canada. Les Chinois sont le seul groupe ethnique à payer une taxe d'immigration au Canada. En 1900, en réaction à l'agitation qui règne en Colombie-Britannique, le gouvernement libéral resserre les conditions d'immigration pour les Asiatiques en augmentant la taxe individuelle de 50 à 100 dollars. Les politiciens de la province, la Colombie-Britannique, accueillent cette décision avec colère, car ils souhaitent élever la taxe à 500 dollars. En 1902, le gouvernement fédéral nomme la Commission royale sur l'immigration chinoise et japonaise. Celle-ci conclut que les Asiatiques ne sont pas dignes de la citoyenneté entière, qu'ils sont nuisibles à une collectivité libre et dangereux pour l'État. En 1903, le Parlement adopte une loi qui porte la taxe individuelle à 500 dollars. Durant l'année financière qui suit, le nombre de Chinois qui s'acquittent de cette taxe passe de 4 719 à 8 personnes. Peu après, l'immigration chinoise augmente et, le 1er juillet 1923, depuis lors connue comme la fête de l'humiliation pour les Sino-Canadiens, la loi de l'immigration chinoise est remplacée par une autre loi portant le même nom, qui interrompt pratiquement l'immigration chinoise. La nouvelle loi interdit aux immigrants chinois, y compris aux citoyens britanniques d'origine chinoise, d'entrer au Canada, à l'exception des gens d'affaires, des diplomates et des étudiants. Étant donné que la taxe individuelle ou la taxe d'entrée, trop élevée, ne permet pas la venue d'épouses et de parents âgés, les hommes viennent généralement seuls et vivent en célibataire au Canada. En 1931, parmi les 46 519 Chinois, on ne compte que 3 648 femmes. À la fin des années 20, on estime qu'il n'y a que 5 Chinoises mariées à Calgary et 6 à Edmonton. Depuis l'abrogation de cette loi discriminatoire en 1947, les immigrants sont généralement accompagnés de leur famille, la majorité venant de Hong Kong, de Taïwan et de la République populaire de Chine. D'autres immigrants chinois arrivent d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est, d'Afrique du Sud, des Antilles et d'Amérique du Sud. Les membres de ces différentes communautés parlent l'anglais et mandarin, fukiien ou cantonais. Ils sont instruits et possèdent souvent des ressources financières et des compétences professionnelles. Mode de peuplement. Depuis 1900, les Sino-Canadiens tendent à s'établir en milieu urbain, les villes, et sont maintenant concentrés dans les grandes villes.
Contrairement aux stéréotypes des quartiers chinois, les ghettos surpeuplés, ces communautés constituées au 19e et 20e siècle accordent une place importante à la famille et aux affaires. Elles constituent le cœur du Canada chinois et un bastion pour se protéger du climat raciste et hostile environnant, plus particulièrement durant la période d'exclusion. Le quartier chinois de Vancouver devient une destination économique et sociale prospère et le foyer de nombreux Chinois sur la côte ouest. À Vancouver, jusque vers 1930, des clauses restrictives empêchent les Chinois d'acquérir des propriétés hors du quartier chinois. Durant les années 1880, une grande majorité des Sino-Canadiens vivent en Colombie-Britannique et près de la moitié d'entre eux habitent encore la côte ouest dans les années 40. Même si les communautés chinoises se développent rapidement dans d'autres centres urbains, 70% des Sino-Canadiens vivent encore à Toronto et à Vancouver en 2006. La vie économique et financière. À leur arrivée en Colombie-Britannique, les immigrants chinois occupent divers emplois. Certains travaillent dans les champs aurifères, les mines d'or, souvent exploitant des concessions abandonnées. D'autres sont cuisiniers, blanchisseurs, routiers, domestiques, marchands ou offrent leurs services aux communautés minières. De 1880 à 1885, les ouvriers sino-canadiens travaillent surtout à la construction du chemin de fer. Durant les 40 années suivantes, des Chinois participent au travail exténuant qui accompagne l'industrialisation de l'économie. Spécialisés ou semi-spécialisés, ils travaillent dans des scieries et des conserveries de la Colombie-Britannique, tandis que d'autres deviennent maraîchers, épiciers, colporteurs, commerçants ou restaurateurs. Un système de billets de crédit apparaît selon lequel des prêteurs chinois d'Amérique du Nord ou de Chine paient les frais de voyage d'un émigrant qui leur reste lié jusqu'au remboursement de sa dette, même si ces contrats n'ont aucune valeur légale au Canada. Le travail des travailleurs industriels chinois relève souvent de contrats et entraîne parfois du travail en équipe. Au début du 20e siècle, les patrons des conserveries chinois sont souvent embauchés à forfait, puis recrutent à leur tour des équipes de travail et assument les risques financiers d'une faible productivité. À partir de 1880, cet usage s'étend à la construction des chemins de fer. Les immigrants chinois sont considérés comme une source de main-d'œuvre bon marché, facile à exploiter en raison de leurs conditions économiques misérables et du fait qu'ils acceptent facilement d'être peu payés par leurs employeurs canadiens. La main-d'œuvre chinoise est bon marché et son statut est précaire. Les premiers Chinois de profession libérale tentent à servir principalement leur communauté et en Colombie-Britannique, ils sont longtemps exclus de nombreuses professions, entre autres dans le domaine du droit, de la pharmacie et de la comptabilité. Il faut attendre les années 40 pour voir des avocats sino-canadiens reçus au barreau. Par la suite, les lois discriminatoires sont abrogées. Néanmoins, dans les années 80, les Chinois occupent toujours principalement des emplois dans le secteur des services. Au début du 21e siècle, les Sino-Canadiens sont représentés dans diverses professions. Ils sont parfois journalistes de télévision, musiciens de jazz, danseurs classiques, romanciers, policiers et politiciens. On les retrouve aussi dans les professions classiques d'enseignants, de scientifiques et d'entrepreneurs. L'évolution récente de la diaspora chinoise. Selon les statistiques de Citoyenneté et Immigration Canada, la majorité des immigrants entre 1999 et 2009 sont originaires de la République populaire de Chine.
le plus grand nombre est enregistré en 2005. On compte alors 42 295 nouveaux arrivants chinois. En 2010, les immigrants en provenance des Philippines, au nombre de 36 580, sont plus nombreux que ceux venant de la République populaire de Chine, au nombre de 30 195 personnes. Les Philippins, au nombre de 34 991, restent en 2011 le premier groupe d'immigrants en importance au Canada. La République populaire de Chine se positionne loin derrière, fournissant un total de 28 696 immigrants. Les importants changements démographiques, l'étude des populations, ayant relégué l'immigration chinoise au second plan, résulte du boom économique qui a lieu en Chine. Les immigrants potentiels restent en effet en Chine pour des raisons professionnelles, familiales et culturelles. En outre, de nombreux Sino-Canadiens ayant des attaches en République populaire de Chine et à Hong Kong quittent le Canada pour de multiples raisons. Même les Canadiens d'origine chinoise émigrent en République populaire de Chine et à Hong Kong, en raison du grand nombre d'occasions d'emploi qu'ils y trouvent. Les Chinois possédant des diplômes délivrés en Chine et qui restent au Canada sont soumis aux mêmes évaluations des compétences que les autres immigrants. Le manque de reconnaissance des compétences de certains immigrants chinois peuvent être attribués à une connaissance imparfaite de l'anglais ou du français, à une expérience de travail insuffisante et au manque de crédibilité des universités chinoises dont ils sont diplômés. Ensemble, les changements de la dynamique démographique au Canada et le développement économique de la Chine influenceront la perception qu'ont les Sino-Canadiens d'eux-mêmes en tant que Canadiens vivant d'un monde globalisé. Ils devront en outre apprendre à s'adapter à la croissance économique d'une République populaire de Chine en pleine évolution.